Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire qui est organisé donc par Épure, l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise. Je suis Laetitia Bouetté, je suis chargée d'études en économie et urbanisme à l'agence. Alors dans ces webinaires, Épure présente des études, des méthodes ou alors des outils qui sont issus donc des observatoires de l'agence. Je vous rappelle à tous les règles du jeu. Tous vos micros et toutes vos caméras sont coupés. Alors, je vois certaines personnes à l'écran. J'ai coupé tous vos micros normalement. Donc, si vous pouviez aussi couper vos caméras, si vous le souhaitez, hein. Voilà, son et vidéo coupés pour tout le monde. Je vais vous dérouler une présentation pendant une quarantaine de minutes. Vous pouvez réagir par le chat et on gardera en fin de séance un temps d'une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc, on est sur un format d'1 heure. Le webinaire est enregistré. Il sera accessible sur le site d'Épure, au même titre que l'étude que je vais vous présenter ce matin. Rentrons dans le vif du sujet. La thématique aujourd'hui, c'est le commerce et plus particulièrement les effets du e-commerce en matière d'aménagement territorial. Alors, je vais vous partager le diaporama qui sera lui aussi accessible sur le site d'Épure. Alors, cette étude, c'est une étude qui a été menée en 2020-2021 par Épure, mais aussi par en fait donc le réseau des agences d'urbanisme d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est-à-dire que les agences de Saint-Étienne, de Lyon et aussi de Grenoble, je crois que mes collègues assistent aussi à ce webinaire. Nous avons été missionnés par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour réaliser donc une étude sur les impacts du e-commerce, que ce soit en termes d'aménagement du territoire et ce, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons aussi été accompagnés du cabinet d'études AID Observatoire. Alors, le e-commerce, c'est quoi? De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on entend par e-commerce? Le e-commerce, c'est d'abord l'ensemble des transactions commerciales qui s'effectuent par le biais d'interfaces numériques, c'est-à-dire que le consommateur achète un produit via un site internet marchand. Le e-commerce, c'est l'héritage de la vente par correspondance qui s'est développé, au début des années 2000, grâce en fait au développement d'internet et aussi grâce à l'usage de l'ordinateur personnel. Le e-commerce, c'est l'achat de biens matériels, c'est-à-dire des objets physiques, mais c'est aussi l'achat de biens immatériels, tels que les voyages, les transports, les services, des applications ou alors des abonnements. Je me permets de m'interrompre pour les personnes qui sont en train de rentrer. Si vous pouviez couper vos micros, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors, le e-commerce, il ne concerne pas seulement les grandes plateformes comme Amazon ou comme Cdiscount. Il va concerner l'ensemble des commerçants puisqu'en fait, il leur offre de nouveaux débouchés. Et côté consommateur, le e-commerce permet de répondre à nos nouvelles exigences, comme faire ses achats sans contrainte de temps, avoir accès à un large panel de produits, ou alors accéder à des produits de seconde main, ou tout simplement partager son expérience avec d'autres consommateurs. Le e-commerce, c'est aussi une chaîne logistique propre qui utilise divers modes de transport et d'acheminement de la e-commande, donc du produit que l'on a acheté sur internet, jusqu'au consommateur. Le e-commerce, c'est aussi un choix multiple dans les lieux de livraison, que ce soit à domicile, en magasin, sur un lieu de passage ou tout simplement sur son lieu de travail. Hem L'opposition entre commerce physique et commerce numérique qui a fait débat durant plusieurs années, aujourd'hui cette opposition est à nuancer. Heu, elle n'a plus trop lieu d'être. Le e-commerce, en fait, est quand même présent depuis une dizaine d'années. Ce n'est pas un phénomène nouveau
Et par contre, c'est vrai qu'il a été accéléré par la crise sanitaire. Et aujourd'hui, on peut dire que son essor est à la fois une opportunité et une menace pour nos territoires. Mais quoi qu'il en soit, il ne doit pas être subi. Alors, on va, regarder maintenant quelques chiffres clés, quelques tendances actuelles du e-commerce, qu'on soit donc à l'échelle, nationale ou à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors en 2020, et en France, le e-commerce, c'est 112 milliards d'euros, dont 46 milliards pour les seuls biens matériels, donc les objets physiques. Le e-commerce, en 2020, c'est aussi 190 000 sites marchands et c'est un panier moyen de 60 € pour le consommateur. La part de marché du e-commerce, en 2020, elle était de un peu plus de 13 contre 10 en 2019 et 7 en 2013. Donc comme je vous l'ai dit, à l'instant, le e-commerce est aujourd'hui en constante évolution depuis 2013. C'est pas quelque chose de nouveau. Et on constate qu'il y a eu un bond ces 2 dernières années, sous l'effet de la crise sanitaire. En effet, on remarque que, la part de marché du e-commerce a augmenté de 3,4 points sur la seule année entre 2019 et 2020. Et ça, c'est une augmentation qui a été la même qu'entre 2013 et 2019. En Auvergne-Rhône-Alpes, le e-commerce de biens matériels, c'est près de 3 milliards d'euros. Ce poids est aussi en augmentation. Il représente, à peu près 10 du commerce de détail de la région et plus concrètement, c'est l'équivalent en fait, pour avoir une idée, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires de 11 pôles commerciaux comme celui de Montieu-Pont-de-Lanne à Saint-Étienne. La part du e-commerce en région est similaire à la moyenne française, c'est-à-dire que 7 du budget des ménages vont être consacrés au e-commerce et on aura 5 qui seront plutôt dédiés vers des produits alimentaires et 10 qui seront plutôt orientés sur des produits non alimentaires. Et si on va à une échelle un peu plus fine, c'est-à-dire à l'échelle de la Loire, de notre territoire, en 2017, le e-commerce représentait 255 millions d'euros. Aujourd'hui, on constate que les pratiques d'achat en ligne sont de plus en plus fréquentes. Les achats sont banalisés, les commandes sont fractionnées selon l'envie et les besoins de nous, consommateurs. En 2019, c'est quand même un peu plus de 3/4 des Oralpins, donc des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont commandé au moins une fois sur internet. Le poids du e-commerce est beaucoup plus élevé sur les articles de sport, sur l'électroménager, mais aussi sur les produits high-tech. Et de manière globale, tous les segments de produits sont marqués en fait par une hausse des achats en ligne. Même les produits qui aujourd'hui sont encore peu concernés par l'achat en ligne, comme les produits de bricolage. Là aussi, on voit quand même sur cette catégorie qu'on a une hausse de la part de marché du e-commerce. Le poids du e-commerce est aussi beaucoup plus élevé chez les jeunes de moins de 30 ans, ce que l'on appelle la génération Z, ça sur toutes les catégories de produits. Et puis, le e-commerce est aussi plus important dans les secteurs ruraux, comparativement aux métropoles et aux agglomérations, puisqu'en fait, il permet de répondre aux contraintes d'accès à certains commerces physiques qui n'existent pas forcément sur le territoire ou qui sont trop éloignés des lieux de vie ou des lieux de consommation. Alors, une fois qu'on s'est intéressé à ces grands chiffres, on a essayé de regarder quels étaient les acteurs du e-commerce aujourd'hui. Parce que comme je vous l'ai dit, le e-commerce, ce n'est pas seulement des grandes plateformes, c'est aussi l'ensemble des commerçants, du plus grand au plus petit, jusqu'aux commerçants indépendants. Le e-commerce concerne 2 types d'acteurs. On a ce que l'on appelle les acteurs directs du e-commerce. Donc, c'est la diapositive qui vous est présentée. Donc, ce sont les commerçants. Et puis, on verra après, on a les acteurs indirects du e-commerce qui sont les logisticiens. Alors, si l'on s'intéresse aux commerçants, les commerçants sont composés des pure players, mais aussi des enseignes physiques, qu'on appelle aussi les click and mortar. Alors, les pure players, qu'est-ce que c'est? Vous avez forcément entendu parler des pure players, surtout ces dernières années. Les pure players, ce sont des commerçants qui vont utiliser la vente en ligne à 100%. Donc, ce sont des commerçants qui sont spécialisés dans le digital.
Ce sont par exemple des cybermarchands qui sont multispécialistes ou généralistes. Ça va être le cas d'Amazon ou Cdiscount. Les pure players, c'est aussi des sites de vente par correspondance, La Redoute, les Trois Suisses. Ce sont aussi des cybermarchands qui vont être spécialisés sur une famille de produits. C'est le cas, par exemple, de Mano, de Zalando, Sarenza. On met aussi dans cette catégorie tout ce qui est tous les organisateurs de vente événementielle. Alors là, ça va être Groupon, VP ou showroom privé. Et puis enfin, dans les pure players, on classe aussi les places de marché, c'est-à-dire eBay, Le Bon Coin ou Vinted. Et puis, au-delà des pure players, on a une deuxième catégorie d'acteurs directs du e-commerce, de commerçants. Du coup, ce sont les grandes enseignes physiques ou les click and mortar qui en fait ce sont en fait des magasins physiques qui ont une présence physique et qui développent une stratégie omnicanal, c'est-à-dire qu'elles vont se doter d'un site internet marchand. Et ça va passer par exemple par le développement des drives, des marketplaces ou du click and collect. Donc le click and collect, hein, vous connaissez, c'est je commande sur internet et je vais récupérer ma commande auprès de mon commerce. Aujourd'hui, on assiste en fait à une fongibilité croissante des modèles, c'est-à-dire qu'un modèle commercial peut être remplacé par un autre modèle commercial. En fait, aujourd'hui, et ça depuis plusieurs années, hein, déjà depuis une dizaine d'années, les acteurs développent simultanément une présence physique, mais aussi un format digital, et ça quel que soit leur modèle initial. Et l'on constate que les commerçants traditionnels utilisent aussi de plus en plus la digitalisation, c'est-à-dire l'accès en ligne de leurs produits, de leurs produits de vente. On constate aussi que les pure players et les canaux traditionnels développent de plus en plus de partenariats. On a le cas, par exemple, pour ne pas citer Casino ou Monoprix qui développent des partenariats avec Amazon. On voit aussi qu'on a de plus en plus de corners d'enseignes ou de consignes qui s'implantent au sein même des magasins physiques. C'est le cas, par exemple, au géant Casino de Montieu, où vous avez Cdiscount qui est implanté au sein même de la surface de vente. Vous avez aussi, par exemple, La Redoute dans les Galeries Lafayette, Emma aussi qui est au sein du géant Casino de Montieu-Pont-de-Lanne. Voilà, donc ça, ce sont aussi des formats qui se développent de plus en plus. Autre constat, c'est que le poids des ventes en ligne des enseignes physiques qui ont aujourd'hui un site internet marchand, ce poids des ventes en ligne est plus ou moins important et va varier en fait en fonction de l'activité, de la stratégie du groupe ou alors de son agilité ou tout simplement du statut du commerçant. Si l'on s'intéresse à notre région, chez nous, là, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a quand même une région qui se caractérise par une présence assez importante d'acteurs majeurs, puisque sur notre territoire, on a Cdiscount, on a Amazon, on a aussi VP, et puis on a aussi la présence de leaders nationaux qui sont spécialistes sur leur marché, comme LDCL, Spartoo ou allopneu.com. Alors, je vous disais qu'on avait deux catégories d'acteurs du e-commerce, donc les acteurs directs que l'on vient de voir, et puis nous avons aussi les acteurs indirects. Ce sont en fait les acteurs de la logistique. Leur rôle aux logisticiens, c'est d'emmener le bon produit au bon endroit, au bon moment et au moindre coût. En fait, c'est l'ensemble des acteurs qui assurent la chaîne logistique des e-commandes, que l'on parte du stockage, qui assure aussi le transport, mais également la livraison. Ces acteurs, ils étaient préexistants au e-commerce, hein, c'est juste qu'ils se sont spécialisés et adaptés. Aujourd'hui, la logistique liée au e-commerce, ce sont des entrepôts de stockage de plus en plus éloignés des centres urbains, de plus en plus grands et de plus en plus modernes. Et sur nos territoires, ce que l'on a constaté, c'est qu'on a un réel besoin de plateformes de taille plutôt intermédiaire, au plus près en fait des bassins de vie, avec la mise en place, on va dire, d'un développement d'équipements de la logistique plutôt urbaine, en cœur urbain, pour la gestion du dernier kilomètre. Ça, c'est des choses dont on reparlera un peu plus loin dans la présentation. Aujourd'hui aussi, par rapport à ces acteurs, on assiste également à l'émergence d'une logistique
plutôt de mutualisation du stockage et de la mutualisation aussi du transport. Donc vous avez là sur la diapo quelques exemples d'acteurs sur les métiers de la logistique. Si l'on continue sur cette thématique-là, la e-logistique, donc la logistique liée au e-commerce, aujourd'hui, elle complexifie quand même la chaîne logistique classique. On a des commandes qui sont de plus en plus diversifiées, on a des délais de livraison qui aussi sont de plus en plus diversifiés, et puis les destinataires sont éparpillés. Aujourd'hui, le e-commerce, en France, en 2019, c'était plus de 500 millions de colis qui ont été livrés. C'est aussi 4 consommateurs sur 5 qui ont eu recours au moins une fois dans l'année à la livraison à domicile. Aujourd'hui, la moitié des entrepôts logistiques de très grande taille, ce que l'on appelle des tailles XXL, la moitié de ces entrepôts concernent la grande distribution et puis un tiers concerne le e-commerce. On a à peu près 25% des demandes de logistique qui sont placées en France, qui vont concerner plutôt des surfaces qui sont supérieures à 60 000 m², donc quand même des grandes emprises. On a besoin de grandes emprises foncières pour pouvoir aussi accueillir la logistique. Et enfin, dernier constat, c'est que la dorsale Lille, Paris, Lyon, Marseille, aujourd'hui, elle a un poids important avec environ 60% des implantations logistiques françaises qui se trouvent du coup sur ce secteur. La région Auvergne-Rhône-Alpes se caractérise aussi par une forte concentration des entrepôts, notamment dans le Nord-Isère et la plaine de l'Ain. Alors, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur la question de la logistique, vous pouvez écouter le webinaire de mes collègues en mobilité. C'est un webinaire qui a eu lieu début février, le 8 février. Il est accessible sur le site internet d'Épure et vous y trouverez également l'étude qui a été menée par l'Observatoire des déplacements d'Épure sur ces questions de logistique. Alors, voilà, maintenant, là, on a posé les constats. Les grands chiffres, les acteurs, voilà, on a regardé c'était quoi le e-commerce et comment il était organisé. Une fois qu'on a posé ces constats, l'objectif de l'étude, c'était en fait de regarder comment allait évoluer le e-commerce ces 5 prochaines années, c'est-à-dire à demain, hein, c'est rapide là tout de suite. Et quels allaient être en fait les impacts de l'évolution du e-commerce sur nos territoires. Alors, nous avons travaillé donc sur 3 scénarios d'évolution. 3 scénarios d'évolution. On a identifié un premier scénario où la part de marché du e-commerce augmente de 2 points. C'est un scénario qui correspond plutôt à une croissance tendancielle. C'est un rythme de croisière, si vous voulez. C'est le scénario qui est en bleu sur la diapo qui vous est présentée. Deuxième scénario, c'est un scénario où la part de marché du e-commerce va augmenter de 4 points. On est plutôt sur une croissance assez forte du e-commerce. Ici, on est dans une situation en fait où Internet va être une offre relais aux canaux de distribution existantes. Donc, c'est le scénario orange. Et dernier scénario, en rouge, on a un scénario ici où la part de marché du e-commerce va augmenter de 10 points. On est plutôt sur une croissance exponentielle. Et là, il s'agit d'une situation où Internet va se substituer aux canaux de distribution existants. On a appliqué chacun de ces scénarios sur comment ils allaient réagir en fait au niveau de l'emploi. C'est la première ligne. Je pense que vous voyez ma flèche qui doit s'afficher sur le PowerPoint. Donc, on va estimer le scénario donc, sur l'emploi. Ensuite, on estimera l'impact du scénario sur les surfaces commerciales, sur les magasins physiques et enfin sur le nombre de colis. Chacun des scénarios a également été appliqué sur différents territoires parce que du coup, le e-commerce ne va pas avoir un impact identique que l'on se situe
en métropole, dans une ville en agglomération, en périurbain ou dans le milieu rural. Donc on a aussi appliqué ces différents scénarios selon le type de territoire. Je ne rentrerai pas dans le détail de type de territoire, je vous renvoie vers l'étude si vous voulez en savoir plus. On va ici vous expliquer plutôt une synthèse de tous ces scénarios. On estime que le scénario le plus probable qui pourrait être mis à l'œuvre d'ici 2025, c'est le deuxième scénario, c'est-à-dire une croissance autour de 4% du e-commerce. Je ne sais pas si je vais quand même vous repasser la diapo. Je pense qu'elle était quand même sous vos yeux en tout début de présentation. Donc voilà, 3 scénarios que l'on a appliqués et on a identifié donc les impacts du e-commerce, des impacts que l'on verra apparaître à la fois sur les magasins physiques, mais également sur les flux et la logistique. Alors, si l'on s'intéresse aux impacts que l'on peut anticiper sur les commerces physiques, le e-commerce va sûrement impacter, on estime qu'il impactera plus fortement les activités non alimentaires, plutôt que les activités liées à l'alimentaire. Les consommateurs choisiront de plus en plus l'achat sur Internet plutôt que de se déplacer vers un centre-ville ou sur une zone commerciale. Et donc, les dépenses de consommation en magasin physique seront ralenties sur certains segments de produits. Quel que soit le scénario, on va remarquer une réduction des potentiels de création. C'est-à-dire que plus le e-commerce augmente, plus le nombre de commerces physiques va diminuer. Et dans le dernier scénario, on constate même une destruction de magasins. C'est-à-dire que de nombreux commerces physiques pourraient être amenés à fermer, en particulier pour les enseignes qui sont peu adaptées, pour les formats qui sont peu agiles, comme par exemple les hypermarchés, ou alors pour les secteurs d'activité qui aujourd'hui sont fragilisés. C'est le cas du prêt-à-porter. Tout ceci va en fait engendrer une fragilisation de l'offre physique existante. On aura aussi une baisse de la diversité commerciale des centres-villes. On verra apparaître sûrement une hausse de la vacance commerciale sur les secteurs qui sont les moins marchands ou alors les plus excentrés ou alors sur des locaux qui sont peu évolutifs, qui s'adaptent moins bien. Les centres-villes risquent d'être moins attractifs en matière commerciale. Et en parallèle, on verra aussi se développer dans ces centres-villes des consignes qui sont liées donc au click and collect. Et ça, on le verra sûrement apparaître beaucoup plus dans les secteurs les plus urbains. D'après les scénarios, on remarque aussi que plus le e-commerce augmente, plus les créations de mètres carrés commerciaux ralentissent. Dans le dernier scénario, on voit même l'émergence de mètres carrés excédentaires, c'est-à-dire que l'on estime que jusqu'à 350 000 mètres carrés de surface commerciale deviendraient des friches et donc seraient donc à recycler. Pour avoir quand même ce chiffre en tête et pour se rendre compte, 350 000 mètres carrés, ça correspond à une vingtaine de IKEA qui seraient en friche sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Dernier constat, plus le e-commerce augmente, plus le poids du commerce dans les futures programmations et dans les futurs projets va diminuer et les magasins physiques vont devoir se renouveler. Les besoins et les fonctions des magasins vont évoluer au profit de showrooms, de zones de retrait et de lieux de stockage pour les colis. Les magasins vont en fait évoluer vers de nouveaux formats commerciaux, plutôt orientés vers l'expérience shopping. C'est-à-dire que les magasins ou les formats commerciaux vont plutôt proposer aux consommateurs des activités autres que commerciales, comme par exemple des activités de loisirs, des espaces de détente, des services. C'est des choses que l'on voit déjà apparaître dans les nouveaux programmes, les nouveaux projets immobiliers commerciaux sur certains territoires. Autre constat et dernier constat, c'est que les grands formats commerciaux de périphérie risquent de devenir obsolètes. Les opérateurs, c'est le cas déjà aujourd'hui et ça va s'intensifier. Les opérateurs vont se tourner de plus en plus vers des formats plus compacts, c'est-à-dire des magasins à taille humaine pour se rapprocher en fait physiquement des consommateurs. C'est le cas par exemple de Decathlon qui aujourd'hui développe dans les centralités, dans les centres urbains, des formats beaucoup plus petits où le consommateur vient en magasin, teste le produit, rentre chez lui et achète sur Internet.
Alors, une fois que l'on fait état des lieux de ces alors, bien entendu, je vous fais une synthèse de tous ces impacts, hein. Vous pourrez aller consulter l'étude parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire. Une fois qu'on a fait, le point sur les impacts prévisibles sur les commerces physiques, on va regarder aussi quand même ce qui se passe sur les flux et sur la logistique, et puis sur les livraisons. Quel que soit le scénario que l'on a retenu, le e-commerce, quoi qu'il en soit, va générer une explosion du nombre de colis et notamment en milieu urbain dense. Lorsque le e-commerce gagne 1 point de part de marché, le volume de colis double. Les lieux de livraison aujourd'hui, et ça va s'accélérer, ben, sont de plus en plus multiples. Je vous le disais tout à l'heure, on peut se faire livrer en magasin, on peut se faire livrer chez soi, au travail, on peut se faire livrer au sein de consignes. Vous avez par exemple, pour ceux qui connaissent, à Centre 2, vous avez des consignes bah, Amazon, où vous pouvez vous faire livrer votre colis très facilement. Quoi qu'il en soit, on va avoir en fait un risque, hein, ces prochaines années en tout cas, où on aura selon le scénario, où on est sur un rythme de croisière, on va avoir 10 à 12 millions de colis supplémentaires en circulation et si on est sur le dernier scénario, sur une forte croissance du e-commerce, on aura plutôt entre 40 et 45 millions de colis supplémentaires. Face à ce phénomène, les territoires pourraient être dans l'incapacité d'absorber tous ces flux et il y aura, en tout cas un besoin fort de l'intervention, de la sphère publique. Alors, bien sûr, plus de e-commerce, c'est plus de colis, comme je vous le dis, mais c'est aussi plus de distance parcourue par les marchandises. C'est aussi une démultiplication des véhicules, car en fait, il s'agit de livrer des colis chez les consommateurs avec plus de petits véhicules de livraison. Et donc, plus de véhicules, bah, c'est un cadre de vie qui risque de se dégrader. Ce sont des conditions d'accès et de circulation qui vont également se dégrader. Il y aura plus de bruit, plus de pollution, plus d'accidents. On va assister à plus de congestion routière et puis on aura aussi, surtout dans les centres urbains, des conflits d'usage qui vont se développer, avec, en fait, une occupation inadaptée de l'espace public. C'est déjà ce que on voit le cas, hein, quand on a les livreurs ou alors, tout simplement la poste qui viennent vous livrer, qui se garent, sur les trottoirs ou qui se garent, un peu n'importe comment. Ça, c'est un phénomène qui va s'amplifier aussi. Donc il faudra aussi, prendre en compte et arriver à gérer. Hem et puis dernier constat, alors c'est un constat qu'on n'a pas réellement, approfondi dans l'étude, mais le plus de e-commerce, c'est aussi un impact environnemental fort avec, du coup de nouveaux besoins en matière de tri de déchets et puis une tension aussi sur la ressource, papier-carton. Je ne vais pas plus loin parce qu'on n'a pas traité, plus précisément cette question-là. Hem alors, au-delà des impacts sur les colis et sur les flux, on va avoir aussi des impacts sur les besoins, en foncier et en immobilier des activités de logistique. On va avoir besoin, de plus en plus de relais locaux pour livrer les colis. Et ces relais locaux, il va falloir les héberger quelque part. La logistique, on le voit déjà, c'est quelque chose qui commence aujourd'hui et ça va s'amplifier. La logistique, en fait, se développe, au plus près des lieux de consommation. Là, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser la gestion du dernier kilomètre. Aujourd'hui, on voit bien que les logisticiens sont de plus en plus dans une logique de développer des formats, renouvelés et complémentaires et donc des formats à taille beaucoup plus, petite pour s'insérer un peu mieux et un peu plus près des consommateurs. On va avoir on suppose, hein, mais on pourrait avoir par exemple, dans les cœurs de métropole, donc Saint-Étienne, Lyon et Grenoble et Clermont, donc pour la région, on pourrait avoir des formats beaucoup plus compacts. C'est-à-dire, qu'on va avoir des entrepôts entre 300 et 3 000 m² qui pourraient se développer au sein même des cœurs des métropoles. On pourrait avoir aussi des plateformes, donc ça se maintiendrait, hein, mais des plateformes XXL, donc des très grandes plateformes qui vont se développer en périurbain, donc des métropoles, donc sur des formats autour de 20 000 à 100 000 m². Et puis en couronne métropolitaine, on aura plutôt le développement donc de plateformes plus intermédiaires. Heu
Et puis, dernier constat, c'est que dans les années à venir, donc certes, on aura le développement d'un autre type de logistique, mais les entrepôts logistiques de première génération ne seront sûrement plus adaptés à la situation et donc vont potentiellement être abandonnés. Puisque du coup, comme je vous le disais, on aura une demande de trouver, enfin, on aura besoin de trouver des emprises beaucoup plus petites et beaucoup mieux réparties sur le territoire. Alors, une fois que l'on a identifié, ces impacts, dont je vous ai fait la synthèse, on s'est posé la question, pour cette étude, de savoir, comment on peut gérer et comment on peut accompagner, l'essor du e-commerce et son développement. C'est-à-dire quelles sont les actions les plus à même d'accompagner au mieux les territoires, face à ce phénomène qui, est aujourd'hui en accélération. Alors, l'étude a permis d'identifier 6 enjeux. Hem, pour chacun des enjeux, on a identifié des objectifs, des leviers d'intervention, des outils et les acteurs qui pourraient être concernés ou mobilisés. Je ne vais pas vous exposer le détail de ce travail puisqu'on manquera de temps, mais je vous laisse le soin vraiment, hein, d'aller consulter, l'étude complète, pour vous rendre compte qu'on a, vraiment, essayé d'être le plus exhaustif possible sur les leviers d'intervention et heu, à disposition des collectivités. Là, je vous propose de regarder les enjeux que nous avons identifiés, leurs objectifs et puis quelques leviers, d'intervention, et de pistes d'action à titre d'exemple. Alors, le premier enjeu, c'est d'intégrer, tout simplement, hein, d'intégrer le e-commerce dans les stratégies territoriales. Et pour faire ça, il faut, dans un premier temps, sensibiliser, les acteurs du territoire, c'est-à-dire sensibiliser les techniciens, mais aussi sensibiliser les élus sur les enjeux et sur les impacts du e-commerce. On va avoir aussi besoin d'anticiper la réduction des besoins en mètres carrés, commerciaux et donc il faut aussi que dans nos documents d'urbanisme, on tienne compte, des nouveaux modèles de développement des opérateurs commerciaux et puis, quelque chose qui va falloir aussi prendre en compte, c'est qu'il faudra que l'on re-questionne le maintien de la vocation commerciale, dans les pôles commerciaux de périphérie, existants ou alors qu'on redimensionne cette vocation commerciale. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est, d'adapter et de renouveler l'immobilier commercial. Là, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner la recomposition des zones commerciales. Il faut qu'on limite les phénomènes de concurrence, avec les fonctions de centralité. Donc c'est des choses aussi, hein, c'est pas nouveau. Ce sont comment dire? Des phénomènes et des tendances qui sont aussi actuelles, mais qui seront accélérées avec le développement du e-commerce. Et puis, il va falloir que l'on prenne en compte, tous les mètres carrés, commerciaux qui vont être excédentaires, donc on va avoir un peu plus de vacances, plus de friches et donc du coup, il va falloir qu'on encadre un petit peu le recyclage de ces locaux, qui seront, libérés. Troisième enjeu, là, il s'agit en fait de s'appuyer sur le e-commerce pour renouveler les centralités. Il s'agit de ne pas subir le e-commerce. Il ne faut pas le voir comme un vilain petit canard. Il peut être aussi, une opportunité pour certains territoires et il faut se saisir de cette opportunité. En fait, là, il va falloir en fait, comment dire? Anticiper la fragilisation du tissu commerçant. Et puis, il faudra permettre, et accompagner l'émergence des nouveaux moteurs, c'est-à-dire de favoriser l'implantation des nouveaux concepts urbains qui sont développés par les opérateurs commerciaux et de voir comment on peut implanter ce type de concept au sein de nos centralités. C'est aussi, de préserver le dernier commerce en milieu rural. Ça peut être aussi d'adapter, l'immobilier commercial, pour, intégrer justement ces logiques, e-commerce. Et puis, peut-être que les centralités aussi n'auront plus cette vocation commerciale, pure. Ça peut être aussi de re-questionner la fonction la fonction de la centralité et puis de diversifier les activités et les fonctions vers, autre chose que du commerce, purement en fait. Alors
Sur le quatrième enjeu, c'est un enjeu, très pratique, c'est-à-dire que il s'agira aussi d'accompagner les commerçants vers l'omnicanalité, c'est-à-dire les accompagner à utiliser plusieurs canaux de vente, de ne pas rester sur, le magasin physique, de les accompagner à utiliser internet, de créer un site marchand. Ça, c'est des choses qui ont été, mises en œuvre, par, certaines collectivités, pendant les périodes de confinement en 2020, où on a des communes qui ont, accompagné, leurs commerçants ou leurs agriculteurs, à développer des places de marché locales, pour être au plus proche du consommateur et continuer à vendre leurs produits alors que les commerces étaient fermés. Donc, voilà, il y a des choses qui ont pu se mettre en place, qui se mettent en place et que l'on pourra, continuer à développer, pour les années futures. 5e enjeu, c'est de déployer en fait des solutions logistiques qui seront adaptées aux nouveaux besoins. Alors on peut faire ça en programmant par exemple des espaces de logistique plus compacts, voilà, en développant des plateformes relais, en structurant, par exemple un réseau de points relais ou alors en regroupant, les flux. Et dernier enjeu, il s'agira en fait de réguler les flux de marchandises, tout simplement peut-être en mutualisant les espaces de stockage et de livraison, en sensibilisant le citoyen, consommateur, en le sensibilisant en fait sur l'impact des e-commandes et du coût économique, environnemental et sociétal de la livraison à domicile. Voilà, c'est des choses qui peuvent être aussi, mises en place. Voilà, j'ai tout dit sur les enjeux. La bonne mise en œuvre, en fait, des enjeux et des leviers d'intervention, passe par, divers outils. Donc on les a beaucoup plus détaillés à chaque levier d'intervention. On a détaillé le type d'outils que l'on pourrait, mobiliser, quels que soient les acteurs, hein, surtout mais surtout les collectivités. Voilà, donc vous pouvez, il y aura aussi des outils, de planification, des outils plutôt plus opérationnels, des dispositifs qui peuvent être mis en place. Et puis on a, d'autres types d'outils comme la mise en place d'observatoires pour aussi, pouvoir avoir un suivi sur l'évolution du e-commerce. J'en ai fini sur la présentation. Ce que l'on peut dire, c'est que cette étude, en fait, fait quand même, donc elle a été menée en 2020 et finalisée en 2021. Elle fait écho à la loi, climat et résilience, loi qui s'inscrit, ben, dans un contexte de trajectoire ZAN. Elle oriente aussi les territoires vers une généralisation des zones, à faible émission et puis, surtout loi qui intègre en fait la question de la logistique, commerciale dans, le document d'aménagement artisanal et commercial des SCOT, le DAC. Voilà donc, c'est une étude qui, aujourd'hui, est en comment dire? De pleine actualité. Voilà et je vous laisserai le soin donc, de pouvoir, prendre connaissance de cette étude. Donc vous avez l'étude complète, je vous ai mis les liens. Vous avez l'étude complète donc sur le site internet, d'Épure. Vous pouvez aussi les trouver sur le site internet de Grenoble et de l'agence d'urbanisme aussi de Lyon. Vous trouverez aussi une synthèse de l'étude, dans le bulletin de veille, que l'on publie, pour, l'Interscot. Et puis je vous renvoie sur, l'étude de la logistique, qui a été, menée par mes collègues de mobilité et puis, sur le replay du webinaire, donc sur la logistique, voilà. Alors avant qu'on passe aux questions, je fais quand même ma petite promo. Les prochains webinaires, vous aurez un prochain webinaire le 12 avril, sur, la toile industrielle et puis le 3 mai sur, les marchés fonciers et plus particulièrement sur les terrains à vocation, économique. Alors je vous propose je vais couper le diaporama et puis, je vais voir si vous avez des réactions, des questions, des commentaires, par le chat. Voilà, comme ça vous me voyez aussi. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je me dis que j'ai été peut-être très claire, pour tout le monde. Hem, je attendez, je regarde. Non.
Pas de questions, pas de remarques. Alors je suppose que enfin, j'espère que c'est un sujet en tout cas, qui vous intéresse, que la présentation, vous a été claire. Bien entendu, ben, vous avez mes coordonnées, donc si jamais vous avez d'autres questions qui peuvent, vous venir, un peu plus tard, vous n'hésitez pas. Voilà, je vois, ça arrive. Alors. Ah, mais j'ai une question de monsieur Garnier. C'est très clair, mais comment anticiper? C'est une très bonne question, surtout qu'en plus, nous avons estimé, un essor très important du e-commerce, jusqu'à d'ici 2025, donc c'est-à-dire, quasiment, demain. Aujourd'hui, là où quand il faut anticiper, comment anticiper? C'est d'avoir un vrai travail, un vrai dialogue, avec les acteurs du commerce, avec les grands, opérateurs commerciaux, que ce soit, du Décathlon, du Leroy Merlin, du Casino, Immo Mousquetaires. Enfin voilà, c'est aussi ça anticiper, c'est d'essayer de maintenir le dialogue avec les opérateurs commerciaux pour pouvoir connaître leur stratégie, et pouvoir accompagner, le développement du commerce sur notre territoire. Et puis, c'est aussi, le dialogue, pas qu'avec les opérateurs commerciaux, mais aussi, entre vous, territoire, pour aussi connaître les bonnes pratiques et les moins bons exemples de mise en place de certains concepts, des choses qui marchent ou qui ne marchent pas. C'est aussi un travail, avec les autres acteurs du territoire, que sont par exemple, bon, les agences d'urbanisme, mais aussi, les CCI, les associations de commerçants, voilà, tous ces territoires tous ces acteurs, pardon, qui pratiquent le commerce et l'urbanisme commercial. Heu, voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, est-ce qu'on a une idée oh attendez, j'ai une question, est-ce qu'on a une i mince. Alors si vous écrivez tous en même temps, ça me bouge le truc. Est-ce qu'on a une idée de l'impact, en trafic poids lourd de l'augmentation du volume de colis? Je réfléchis, mais je crois pas qu'on ait abordé ça dans l'étude. Ce que je vous propose, c'est que je regarderai mieux dans l'étude, mais, de mémoire, j'ai pas la donnée. Je ne sais pas si mes collègues de Grenoble et Lyon sont dans les parages, peut-être qu'ils ont l'information, mais, l'impact en trafic poids lourd de l'augmentation du volume de colis, je n'ai pas la notion, la donnée. Alors, que faire de nos centres-villes qui comptent beaucoup de locaux vétustes, et petits? Alors ça, c'est une question, très très actuelle, hein, tout le monde se pose cette question. On travaille tous, sur ces questions de vacances et puis, surtout de locaux qui sont peu adaptés. Là aussi, hein, c'est aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas la solution. C'est un travail qu'il faut mener, entre communes, collectivités et puis, les différents pareils, acteurs du territoire. Mais, j'ai pas la réponse, la solution en tout cas à cette question-là. Heu, ensuite, alors, Laurent Drillon, Laurent, j'ai, à l'ordre du jour dans le cadre de la révision du SCOT SULoire. Tu as mis TX, je ne sais pas ce que veut dire TX, toujours peut-être ou pas? Mais en tout cas, oui, le e-commerce travaux, voilà. Le e-commerce, du coup, aujourd'hui et la question de la logistique, liée au e-commerce, donc ce sont, des sujets qui seront, traités dans le cadre de la révision du SCOT SULoire et notamment, avec, la mise en place donc d'un DACL, c'est-à-dire d'un document d'aménagement artisanal et commercial et de logistique. Voilà, qui seront, pris en compte dans le cadre de la révision du SCOT. Alors, j'ai une question, sur quels sont les arguments que vous avez mobilisés pour estimer la progression du e-commerce? Pourquoi +4? Et puis alors,
on a les scénarios que l'on a travaillés donc avec le cabinet AID Observatoire. On les a travaillés en fonction de données que l'on avait de parts de marché qui étaient aujourd'hui, comment dire, appréhendées en fait sur le territoire. C'est-à-dire que, aujourd'hui, la croissance du e-commerce, donc on était sur un rythme de croisière où on a estimé que la croissance était de 2, donc une croissance, on va dire, actuelle. Le pourquoi le plus 4 sur le scénario, c'est tout simplement parce que la part de marché du e-commerce sur la dernière année était, de 3,4 en augmentation. Donc on s'est basé aussi sur des chiffres, qui étaient, justement, d'actualité. Sachez aussi que, sur l'année 2020, la part du e-commerce a augmenté de 8,5 en un an. Et selon les et ça, à cause ou grâce, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était lié aux différents confinements que l'on a eus pendant l'année 2020 et là, on a eu une augmentation du e-commerce sur un an de 8,5. Donc on n'était pas déconnant quand on était sur un scénario à plus 10. Voilà. Donc on était sur un scénario de croisière, un scénario où on suit l'actualité sur du plus 4 et puis un scénario, beaucoup plus important, avec une, comment dire, une croissance exponentielle du e-commerce qui peut se faire, qui peut exister, notamment, c'est ce qu'on a vu avec les confinements. Alors attendez, je lis les ah, voilà. Merci Julien. Pour répondre à la question sur le trafic, poids lourd, donc Julien Clémenti, qui est mon collègue de l'agence d'urbanisme de Grenoble, donc vient de compléter, les explications. Je vous lis son commentaire, hein, donc du coup, il précise que c'est une donnée qui est difficilement mobilisable, d'appréhender l'impact du trafic le poids lourd, et c'est une donnée qui est difficilement mobilisable, même pour les spécialistes, et ça n'a pas, du coup, en tout cas, nous, oui, effectivement, il me confirme que l'on n'a pas estimé cette donnée-là dans l'étude. Aujourd'hui, seul le volume en fait de colis pouvait être estimé. Voilà, donc j'espère que ça ait répondu à votre question. Alors Emmanuel Cellier, alors Emmanuel, tu me demandes si, l'étude, prend en compte, un effet de substitution. C'est-à-dire que le déplacement du client vers le magasin serait remplacé par un déplacement du colis. En fait, c'est ce qu'on estime dans le troisième scénario. On suppose en fait que, le e-commerce, prend plus le relais en fait du commerce physique, mais carrément le remplace et donc du coup, on n'a plus de commerce physique, on ne fait que passer par internet pour ses achats. Voilà, donc je te renvoie, sur ce troisième dernier scénario. Ah bah, je suis contente parce que vous n'aviez pas beaucoup de choses à dire tout à l'heure, donc c'est bien. Alors ensuite, donc j'ai une remarque, de madame Farge qui dit que le e-commerce est un incontournable pour nos petits commerçants, mais plus de dispositifs région pour soutenir les plateformes digitales. Il y a une étude qui est en cours pour savoir si ces plateformes ont un impact sur l'acte d'achat de proximité. Et elle précise également que la digitalisation et les animations terrain sont des incontournables, en fait, pour favoriser la consommation locale. Effectivement, je partage tout à fait, ce commentaire et voilà, ça rejoint aussi ce que je disais, pendant les confinements où on a les communes ou les collectivités, qui ont, accompagné les commerçants, pour, justement, les commerçants, les petits, hein, les commerçants indépendants, qui nous ont accompagnés pour permettre de continuer à vendre leurs produits malgré les confinements et on a eu le développement de plateformes, notamment comme Acheter, Affer, Acheter au Puy-en-Velay, voilà, donc ce sont des outils et des dispositifs qui effectivement, peuvent être, mis en place. Voilà et puis, une petite dernière question. Alors, oups, après il y a Emma. Alors le problème, c'est l'inertie des pouvoirs publics.
10 ans, 15 ans, dans ce domaine où les choses changent en permanence. Les solutions envisagées aujourd'hui ne seront sûrement pas adaptées au contexte commercial futur. Effectivement, c'est pour ça que j'insiste que le dialogue aussi avec les opérateurs commerciaux, avec les acteurs qui pratiquent le commerce sur nos territoires, ce dialogue est essentiel. Il ne faut pas le perdre. C'est compliqué à mettre en œuvre. C'est vrai, c'est compliqué parce que les opérateurs commerciaux ne veulent pas forcément euh, dévoiler leur stratégie, ce qui est aussi normal, mais c'est vrai que ce dialogue, c'est déjà un premier pas. Même si les choses changent très vite, surtout en matière commerciale, hein, on le sait, hein, ça évolue très très rapidement. On a beaucoup de turnover, que ce soit sur la question de la vacance, sur les modèles commerciaux. Voilà, donc c'est vrai que les outils que l'on peut mettre en place sont toujours un peu plus longs, mais il y a quand même aujourd'hui des outils qui peuvent être mis en œuvre facilement et rapidement, et le dialogue avec les acteurs du commerce pour construire le territoire ensemble, ça c'est un outil qui est essentiel. Et je finis avec du coup Emma Rodin, donc une collègue de l'agence d'urbanisme de Lille, qui nous demande donc si le développement du e-commerce n'amène pas surtout à une substitution donc, du commerce de détail vers d'autres formes de commerce que sont la restauration, les loisirs. C'est effectivement aussi le risque. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, les centralités vont peut-être évoluer vers autre chose que de la fonction commerciale. Peut-être que les centralités vont peut-être accueillir plus de restaurants et puis ou peut-être plus de services à la personne. On a aussi alors on le voit nous sur le territoire ligérien, mais on a aussi des opérations commerciales qui développent dans leur programme plus de loisirs. On a sur certaines zones commerciales, enfin sur certains projets commerciaux, des locaux qui sont dédiés à l'espace de loisirs pour les enfants. Vous pouvez aller faire du trampoline, vous pouvez voilà, aller manger au restaurant, après vous pouvez aller au cinéma. Enfin voilà, c'est aussi des nouvelles formes de, comment dire, enfin, enfin, j'allais dire de commercer, mais non, parce qu'on ne commerce pas, mais on consomme d'une autre manière sur autre chose. Donc oui, ce sont des questions effectivement qu'il faut que l'on anticipe difficilement, mais oui, les centralités comme les zones commerciales vont évoluer vers d'autres types de fonctions et c'est des mutations qui aujourd'hui sont en cours dans les programmes commerciaux. J'ai une dernière question. Est-ce que le e-commerce n'est pas une manière de se questionner sur la capacité des collectivités à être agiles sur l'écosystème du commerce et avoir un observatoire permanent des données sensibles? Tout à fait. Aujourd'hui, la question du commerce, elle est difficile à appréhender parce que bah, c'est un sujet qui peut être sensible. Ce sont des données qui sont aussi qui sont soit difficilement mobilisables, mais qui sont surtout beaucoup en changement. Donc, c'est un des outils qui peuvent être mis en place. On le disait tout à l'heure, hein, ça peut être difficile de mettre en place des différentes pistes d'action parce que ça va mettre 10 à 15 ans. Mais observer le commerce, observer la vacance, observer les modes des opérateurs commerciaux de commercer, observer aussi observer les pratiques de consommation des ménages, ça aussi, hein, avec je cite les collègues des CCI qui mettent en œuvre des enquêtes comportement d'achat pour connaître justement comment les ménages, comment les consommateurs consomment. Donc ça aussi, c'est la mise en place de cette connaissance qui peut justement aussi nous permettre de mieux appréhender, de mieux anticiper l'évolution du e-commerce. Mais ce n'est pas que le e-commerce, c'est le commerce dans son ensemble. Le e-commerce, c'est euh, une des évolutions du commerce, mais il n'y a pas que le e-commerce. Voilà, c'est aussi d'autres modèles de consommer, d'autres modèles de commercer. Ce sont des mutations qui sont en cours depuis ces dernières années, qui sont accélérées par la crise sanitaire qui a lieu aujourd'hui. Voilà, mais ce sont effectivement des questions qui aujourd'hui doivent être prises en compte réellement dans nos documents d'urbanisme, mais aussi dans nos pratiques pour organiser le territoire. Ouh là là, j'ai un très grand commentaire. Euh,
Donc je vais vous le lire. Donc, Monsieur Brenon Emmanuel qui nous dit, même si le confinement a contraint des commerçants à passer le cap du e-commerce, d'autres sont toujours hostiles à cette forme de commerce, effectivement. On a certains commerçants donc, qui continuent de bloquer sur le e-commerce. On a cette, comment dire, effectivement, cet antagonisme entre commerce physique et commerce numérique, hein. C'est vrai, c'est ce que je vous disais en introduction de notre présentation. Voilà, et du coup, ces commerces-là risquent de disparaître et ça va augmenter effectivement la vacance commerciale. La question, c'est comment faire évoluer les mentalités, sachant que les chambres consulaires, notamment, n'ont plus les moyens humains et financiers d'accompagner les commerçants vers cette évolution nécessaire. Est-ce que les collectivités n'ont pas tous les moyens et ne peuvent pas non plus tout faire? Donc, effectivement, ça fait partie, hein, des enjeux que je vous ai dit. C'est vrai qu'on va avoir besoin de sensibiliser aussi, d'accompagner les commerçants, même ceux qui sont réticents, pour mettre en place un site marchand. Mais c'est pas que ça, hein. C'est pas forcément mettre en place un site marchand, c'est aussi de permettre en fait aux consommateurs de pouvoir tout simplement appeler le commerce, de choisir le produit qu'ils souhaitent et le consommateur viendra le récupérer en magasin. C'est peut-être aussi de montrer à ces commerçants qui sont réticents qu'il y a quand même aussi, comme je le disais, une opportunité à saisir sur le e-commerce et pas qu'il ne faut pas que ce soit subi. Et puis surtout, c'est dans l'air du temps. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais il ne faut pas perdre espoir parce qu'il y a des commerçants qui étaient très réticents à ça. Et avec la crise sanitaire, elle a quand même eu quelques conséquences positives, cette crise sanitaire. C'est qu'en fait, il y a certains commerçants qui ont changé un peu leur fusil d'épaule et qui étaient très réticents à cette forme de commerce, qui ont trouvé en fait leur compte en développant des solutions grâce en fait à la vente en ligne, à Internet, grâce au développement enfin la mise en place du click and collect, ou alors de déplacement de le commerçant qui livre chez le consommateur les produits que le consommateur lui avait achetés. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai pas la solution, mais sachez que ce sont des questions que nous avons abordées dans le cadre de l'étude. Je vous encourage vivement à aller consulter cette étude. Alors, elle est très longue, effectivement, mais elle est très pratique. C'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de donner les moyens pour vous accompagner, vous collectivités, en tout cas des pistes d'action. On n'a pas les solutions, on a vraiment des pistes d'action sur des choses qui peuvent être mobilisées et mobilisables par les différents acteurs du territoire. Voilà, il est midi pile. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous remercie en tout cas pour ces échanges. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions à me contacter et puis n'hésitez pas à aller sur le site internet des Pures pour consulter cette étude dans le détail. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.